Les titres de ce journal, avec la découverte du métier de fleuriste, un métier qui ne tarit pas d'éloges, mais reste à savoir s'il nourrit son peuple. Et puis, une interrogation au cours de ce journal, à qui incombe la responsabilité de la délinquance juvénile. Tentative de réponse avec Lourdine Oyane et Boris Mikolo. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. On débute ce journal. Nous parlons de la problématique des accidents de circulation à Libreville, à qui incombe la responsabilité. Tentative de réponse avec Gamal Luzé et Floris Mapango. Reportage. Le phénomène de la récurrence des accidents de circulation dans la capitale commence à inquiéter plus d'un. En effet, il n'est plus rare, sinon il ne se passe plus un jour à Libreville sans qu'on ait parlé d'une collision, voiture renversée ou piéton touché par un véhicule quelconque. De Vendo à Kanda et depuis le PK0 jusqu'en Toum, le constat est le même. Demandons-nous cependant à qui incombe la responsabilité de ces accidents qui parfois endeuillent des familles entières. À ce qui semble, l'état mécanique de certaines voitures, l'excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse et le manque de permis qualifiés seraient les principales causes de cet état de fait. C'est parce que les chauffeurs ne veulent pas aller à l'école, ne veulent pas aller auto-école, apprendre les codes de la route et avoir un certificat qui prouve, qui les atteste d'avoir un véhicule, de les autoriser à avoir un véhicule. Moi, j'ai dit que c'est la faute des conducteurs. C'est pas le permis n'a rien à voir. C'est la faute des conducteurs parce qu'ils ne veulent pas aller apprendre comme tous les autres. Les transporteurs de taxis interurbains communément appelés clandomènes, souvent accusés à tort et à travers, seraient à l'origine. Une thèse que ces derniers refutent en bloc. Nous les clandomènes ici, ça c'est ancien nom. Sinon actuellement là on a tous les papiers. Vous ne pouvez pas dire que nous ne respectons pas le code de la route, nous respectons le code de route. Chacun sa conscience à lui là-bas. Je ne peux pas avoir ma conscience à moi et avoir la conscience de l'autre. L'avantage, c'est que auto-école, on t'apprend le code de la route. Et celui qui n'était pas à auto-école, le code de la route, il ne connaît pas ça plus que celui qui est allé à auto-école. Monsieur Joris, moniteur d'auto-école, nous donne ici quelques raisons qui pourraient bien expliquer cette récurrence. Et nous savons tous ici qu'il est facile d'entendre dans les quartiers que moi j'ai appris au quartier, je n'ai pas eu besoin d'aller dans une auto-école et les gens le disent fièrement, donc ils apprennent sur le tas. Ce qui laisse aussi à entendre qu'il y a déjà un manque d'enseignement au niveau théorique, comme sur le code de Rousseau, parce que c'est le code de Rousseau qui préconise le comportement que doit avoir un individu à bord de son véhicule. Et le code de la route, lui, il est le garant de la sécurité routière. Donc, demander pourquoi il y a tant d'accidents, et souvent les cours de théorie qu'on dispense, nous font entendre que souvent c'est dû à une méconnaissance du code de la route. Au regard de ce qui précède, il s'est donc de signaler que la problématique d'accidents de circulation dans la capitale reste un sujet entièrement ouvert. Car au-delà du code de la route, il faut cependant reconnaître que la prudence au volant doit être la première leçon à retenir pour un chauffeur, sinon on n'a jamais été mieux sécurisé que par soi-même. Comme nous l'avions annoncé au sommaire de ce journal, à qui incombe la responsabilité de la délinquance juvénile. Tentative de réponse avec Lourdine Oyane et Boris Mikolo. Reportage. La délinquance juvénile est un phénomène qui désigne une multitude de violations des normes juridiques et sociales allant des infractions à des crimes commis par les mineurs. Ce phénomène qui va de façon ascendante au Gabon alimente les débats aussi bien dans les ménages qu'à la télévision. De part et d'autre, les avis sont partagés sur ce qui relève de la responsabilité des parents. Les parents ont une part de responsabilité parce que l'éducation part de la maison pour l'extérieur. Il y a d'abord l'éducation de base. Un enfant qui a subi véritablement une bonne éducation de base ne peut pas se lancer directement dans la délinquance. Et il y a aussi l'école de la rue. Donc entre la maison et l'établissement, si l'enfant apprend, il y a une école là. Voilà, donc les parents ont quand même 50% des responsabilités. La base, c'est à partir de la maison. Dans la société, on nous dit que la famille, c'est la cellule de base. Donc la base de l'enfant commence dans son toit paternel.
dans sa maison, depuis ses parents. C'est là où la base de l'enfant commence. Un avis pas du tout partagé par ce père de famille qui renvoie la responsabilité aux gouvernants. Les parents n'ont rien à voir parce que les parents donnent l'éducation à l'enfant. Si l'enfant ne suit pas, les parents seront impuissants d'éduquer un enfant qui ne le complète pas. C'est un peu ça. Il y a aussi une autre responsabilité, c'est l'État. L'État a oublié l'essentiel. Avant, les enfants ils avaient les salles d'écoute, les salles de jeu, mais aujourd'hui, les enfants sont abandonnés. Nous avons passé un moment, on n'avait plus le sport par rapport au Covid. Tu vois, tout ça, ça a entraîné les enfants dans beaucoup de bêtises. Indéniablement, les parents jouent un rôle majeur pour empêcher leurs enfants de commettre des bêtises, sinon des actes de délinquance. Ces derniers ont donc des responsabilités à exercer, tout pour prévenir un premier passage à l'acte que pour accompagner leurs enfants qui auraient déjà commis des actes de délinquance afin de leur permettre de retrouver à court ou moyen terme la bonne voie. Nous allons aller à la découverte du métier de fleuriste, un métier qui ne tarit pas d'éloges, mais reste à savoir s'il nourrit son peuple. Cette fois-ci, nous laissons la place à Naomi Samba et Boris Mikolo pour plus de détails. Préparer les sols, installer les serres, planter des terrains occupés, mais surtout surveiller la croissance des plantes en leur apportant les soins nécessaires. Voilà le quotidien de ces cultivateurs de fleurs qui occupent certains artères et espaces de la capitale gabonaise. Les fleurs produites sont destinées à faire des bouquets commercialisés en pot comme fleurs d'appartement et bien d'autres. Quelques floriculteurs, comme leur nom l'indique, nous éclaircissent un peu plus sur l'activité. Pour faire pousser, ce n'est pas facile. Pour faire pousser ça, ce n'est pas facile. Il faut commencer au début, il faut planter un peu. Là où il y a ça, là, il faut planter ça d'abord avant de remettre dans le gros sac. La terre aussi, nous on achète ça. Un camion de terre comme ça, c'est à 100 000. Pour arroser l'eau 2 fois par semaine. Pour mettre l'engrais, on peut le produire pour donner bon poulet. Une activité rentable et bénéfique pour certains, difficile pour d'autres au regard de la faible concentration de la clientèle. Souvent, je vends, souvent, il n'y a pas les marchés, mais souvent, les fleurs, c'est une chose que j'aime beaucoup, quoi. Souvent, même si je ne me sens pas bien, si je viens au jardin, là, c'est comme il n'y a rien, quoi. C'est un travail que j'aime beaucoup. Oui, ça nous aide. Ça nous aide, c'est qu'on a besoin, on peut faire, on peut gagner quelque chose, on fait avec. Ça nous aide, et on ne ment pas. Pas facile d'en sortir, hein. On est encouragé pour faire, sinon c'est pas facile d'en sortir. Souvent on s'en sort, souvent ça ne va pas. Parce qu'elle participe au bien-être de l'environnement, mais aussi à celui de l'homme, certaines réflexions devraient être portées vers cette activité au bonheur de tous ces floriculteurs. Nous poursuivons ce journal pour parler de renforcement de capacité sur la méthodologie de réponse aux appels à projet de l'UNESCO hier au Musée national. Désiré Mbiyeningon et Floris Mapangou pour le compte rendu. Le Musée national de Libreville abrite ce lundi 26 juillet 2021 un atelier de renforcement de capacité sur la méthodologie de réponse aux appels à projets de l'UNESCO. Le secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO, M. Meneme Meyi Philippe, nous explique les raisons de cet atelier. En effet, nous avons constaté plusieurs projets soumis à notre appréciation ont souvent des limites ou encore sont mal ficelés, si je puis m'exprimer ainsi. C'est au vu de ce constat que nous avons initié cet atelier afin que les partenaires puissent être édifiés, puissent être formés pour qu'à l'avenir, des projets soient mieux outillés, bien montés. Cette séance de formation est destinée à plusieurs acteurs du secteur privé que de la fonction publique. Ces derniers pourront bénéficier d'une aide d'une valeur de 100 millions de dollars si jamais son projet est retenu, nous a dit M. Thierry Nzamba Nzamba, membre du bureau UNESCO Libreville. Oui, j'ai été invité aujourd'hui par la Commission nationale gabonaise pour l'UNESCO pour présenter le Fonds international pour la diversité culturelle, qui est en réalité un fonds qui est institué par l'UNESCO dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention pour la promotion de l'expression culturelle, la Convention 2005 pour résumer comme on dit à l'UNESCO.
C'est un fonds qui est destiné aux acteurs culturels en réalité, soutenir les acteurs culturels. Et lorsqu'il faut soutenir les acteurs culturels, ce ne sont pas seulement les acteurs culturels de la société civile, mais ce sont aussi les acteurs culturels de l'État. Madame Emma Flore Angezom, comme Nat UNESCO, Gabon nous édifie sur le programme de participation. Au cours de la formation, les participants vont être édifiés sur les définitions, c'est-à-dire leur dire exactement c'est quoi un programme de participation, leur dire par exemple qui peut soumettre à un programme de participation, également qui peuvent en être les bénéficiaires. Une journée de travail, c'est le temps qu'a duré cet atelier qui a connu la participation des ONG qui sont sortis de là édifiés. Vivement que les enseignements reçus leur soient bénéfiques pour la bonne marche de leur projet. Et puis le centre hospitalier régional Georges Rawiri de Lambaréné vient de recevoir des équipements de réanimation pour faciliter la prise en charge des patients. C'est ce que nous précise d'ailleurs Lordine Oyane, image presse du ministère de la Santé. Le centre hospitalier régional Georges Rawiri de Lambaréné vient d'être doté d'un nouveau matériel médical. Il s'agit d'une unité de soins intensifs d'une capacité de 3 lits pour le démarrage des activités. La présente unité de réanimation dispose d'appareils de dernière génération dont la présentation nous est faite ici par le professeur Hervé Richard Obam. Les ventilateurs, comme je disais, ils sont fonctionnels. C'est des dragueurs de type Savina qui peuvent faire la ventilation continue, donc contrôlée. Et là, on est en ventilation spontanée. Je filme le ballon. Voilà. Donc, ces appareils sont fonctionnels et ils ont tous été testés sur les 3 lits que dispose la réanimation. Donc, il y a également ce qu'on appelle des dispositifs de perfusion continue et régulée. Donc, ce sont des infusomates qui sont là. Voilà, c'est des branches qui sont également tous opérationnels. Il y a des pouces seringues électriques pour pouvoir faire la sédation et l'administration en continu des produits. Ces pouces seringues également sont bien opérationnels, ils sont fonctionnels, ils ont été testés, voilà, avec de bonnes autonomies. À cela, bien sûr, ce qui fait souvent la réanimation, c'est le respirateur. Ces respirateurs également sont fonctionnels. Ce matériel nouvellement installé facilitera le travail au personnel soignant, surtout en matière de prise en charge des patients. Et nous espérons que dans les jours qui vont suivre, ce service de réanimation va ouvrir pour pouvoir prendre en charge les patients graves en phase aiguë. Cette dotation du centre hospitalier régional Georges Rawiri de Lambaréné rentre dans le cadre de l'opérationnalisation des régions et départements sanitaires du pays. À noter qu'avant le démarrage des activités, une équipe de spécialistes en anesthésie et réanimation a effectué une mission de formation dans cette structure sanitaire, et ce sur instruction du ministre de la Santé, Dr Guy Patrick Obiang-Dong. Après Lambaréné, l'opération se poursuivra dans d'autres localités du pays. En religion, avec le culte d'action de grâce dimanche dernier à l'église du centre d'adoration Hermon, un culte d'ailleurs dirigé par le pasteur majeur de la dite église, Yannick Ayandjena. Voilà, reportage, image, Floris Mabango. Écrase la tête du serpent, tel fut le thème du culte du dimanche 25 juillet à l'église du centre d'adoration Hermon. Un sujet tant attendu par certains fidèles, souvent victimes des échecs. Le prédicateur du jour explique la thématique. Nous avons rappelé aux enfants de Dieu que, en réalité, le combat contre le serpent est un combat qui a commencé depuis la Genèse et qui est d'actualité et qui ne se terminera que lorsque Jésus-Christ viendra. Jésus a dit dans Luc 10, verset 19, que voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Alors nous avons démontré aux enfants de Dieu qu'en réalité, nous, enfants de Dieu, nos problèmes ne viennent pas de notre frère, de notre sœur, mais viennent du serpent qui agit de manière rusée pour nous détruire. Car le serpent, son rôle, c'est de voler, dérober et détruire. Donc nous avons décrypté ces choses-là et nous avons rappelé une chose fondamentale. Dieu dit au serpent, je mets une inimitié entre toi et la femme. Nous avons rappelé aux femmes à une femme que c'est ta postérité que le diable combat, c'est toi que le diable combat. Donc nous avons demandé aux femmes de se lever et de prier.
de faire ce qu'elle a de faire. Parce que nous savons que quand les femmes se lèvent, il y a quelque chose qui se passe. Des foyers en détresse, des carrières abolies, des exclusions scolaires et bien d'autres phénomènes se ressemblent-ils? Les conséquences désastreuses dues au serpent, cet animal diabolique qui a été lapidé à coups de temps forts de prière. La sensibilisation a demeuré ferme aux pieds de Jésus-Christ et la satisfaction d'être libéré ont été au rendez-vous. Dans toutes les familles, il y a cet esprit de serpent-là qui bloque les finances, qui bloque beaucoup de choses dans notre vie. Mais j'ai béni Dieu parce que j'ai été béni au sortir de ce culte. Des temps forts de louange et d'adoration n'ont pas manqué pendant ce culte. Alors, que pensez-vous du mariage entre chrétiens et musulmans? Élément de réponse avec Lordine Oyane et Boris Mikolo. Le mariage d'abord, c'est qu'on appelle chrétien ou musulman ou pas. C'est l'amour à son prochain. L'amour, ce commandement que Dieu nous a dit, on doit aimer nos prochains. Moi, je ne vois pas que ça cause un problème s'il y a la compréhension. Je suis musulman, je suis chrétien, je ne suis pas musulman. Donc moi, je peux accepter de deux côtés. Même si ce soit musulman, si la fille aimait son gars, je ne peux pas refuser. Ce sont les musulmans qui refusent qu'on ne pousse pas, on ne leur pousse pas leur fille. Mais un chrétien peut épouser aussi une musulmane. Oui, ce n'est pas interdit. Et il dit que leur religion, c'est le seul Dieu que nous on cherche à nous tous. Mais un musulman, un chrétien peut épouser aussi un musulman. Un musulman peut épouser aussi un chrétien. C'est d'abord entre l'homme et la femme. Il suffit qu'ils soient consentants. C'est tout. Est-ce qu'il n'y a jamais des gens qui sont partis de l'islam pour se convertir en chrétien? Est-ce qu'il n'y a jamais eu des gens qui sont chrétiens qui sont convertis à l'islam? Ça se passe. Et les parents n'ont rien à y voir là-dedans. Quoi, les parents ont une influence sur votre vie. J'estime qu'en fait l'amour ne regarde pas on est chrétien ou on n'est pas chrétien ou on est chrétien ou musulman. Quand on tombe amoureux d'une personne, je ne sais pas, on ne doit pas regarder est-ce que la personne est musulmane ou chrétienne. Moi je pense que la suite, l'histoire de l'appartenance, ça va dépendre de votre amour. Au principe, ça dépend. Non, si la fille estime que c'est papa qui doit choisir avec qui elle doit faire sa vie, musulman ou chrétien, bon, je pense qu'elle va rester comme tu disais là, elle va rester comme ça, en attendant que papa lui trouve un mari. C'est la fin de cette principale édition d'information. Merci de l'avoir suivi, mais avant, le rappel des titres. Nous avons parlé de découverte du métier de fleuriste, un métier qui ne tarit pas d'éloges, mais reste à savoir s'il nourrit son peuple. À qui incombe la responsabilité de la délinquance juvénile, des tentatives de réponse ont été données avec Lordine Oyane et Boris Mikolo. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction de Télévision Hermon, supervisé par Bourgeois Alec Tinga. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Au revoir.